Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui je vais vous faire voyager loin, à la rencontre d'une artiste dont la musique traverse les frontières, un peu comme elle justement. Mon invitée du jour revendique fièrement son côté latina et nous fait découvrir sa culture. Mais d'où vient-elle ? D'Équateur, je sais pas, Équador en espagnol. América Latina. L'Amérique du Sud, les Andes, les montagnes. Un berceau de culture que l'on connaît peu en France, mais que mon invité du jour vous fait découvrir à travers sa musique et même ses looks. Née en Équateur, elle a obtenu la nationalité française et poursuit depuis son aventure musicale. Un rêve d'enfant concrétisé. Mais comment ? Des galères administratives à l'ambition de devenir un jour artiste. Qui se cache en elle, en passant par ses premiers shows, dont l'Olympia. Je vous propose de rencontrer la Koya, qui sera votre coach du jour aujourd'hui. Bonjour la Koya. Bonjour, merci. ¿Cómo estás? Merci pour cette introduction. A mí me gusta mucho recibir chicas latinas. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Bon, quand j'ai décidé de quitter mon travail de bureau pour devenir artiste, il y a une phrase que moi j'ai écrite, c'est vivre une vie extraordinaire. Extraordinaire dans les rencontres, dans les lieux, dans la créativité, dans la création. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir des bases solides. Et pour moi, 2024, c'est vraiment mettre les bases, la pierre à l'édifice de ce chemin que moi, je veux que ça soit un chemin à long terme, une carrière à long terme. Et du coup, je suis en train de préparer mon premier EP, qui est comme un premier album, et dans le chant aussi. Et je suis en train de mettre les premiers pas aussi dans la comédie. Et pour moi, l'art, vraiment, c'est la base de tout. Du coup, je suis très contente parce que cette année, elle va être riche en expérience. Quel genre d'enfance as-tu ? Tu as grandi en Équateur, à Quito, précisément, dans les Andes. Donc, en pleine nature, des parents très très jeunes, Oui. à 18 ans. 18 ans. Fille unique ? Non, on est 3. T'es la plus grande ? Je suis la grande sœur, effectivement. Quel genre d'enfance ? Raconte. Alors, c'est une enfance déjà très joyeuse. Une enfance... Moi, je dis que j'ai grandi aussi avec mes parents qui ont grandi avec moi. 18 ans, des parents ensemble. qui ont 18 ans, c'est merveilleux et à la fois peut-être... C'était un challenge, parce que c'est pas évident quand on a 18 ans d'avoir un enfant, de changer aussi ses plans de carrière, de construire une famille. Mais quelque chose, c'était vraiment je pense que la ligne directive, c'était l'amour. C'était un couple qui était amoureux, vraiment très amoureux. Ah, c'est beau. Oui. Un couple amoureux. Rappelle-le-moi, j'aime ça. Quelle énergie. Ils ont décidé, contrairement à ce que la famille voulait, de se marier, en fait. Et de construire une famille ensemble. Et moi, j'ai grandi dans ce berceau-là avec tout cet amour d'une première petite, des enfants de 18 ans. Du coup, moi, je me souviens de ça. C'est vraiment aussi le fait qu'ils puissent me guider avec toute leur âme, tout leur corps, parce que j'étais leur première fille. Du coup, voilà, c'est beaucoup d'amour et c'est beaucoup aussi de bienveillance et de vouloir que je fasse bien les choses. Moi, j'ai des très, très bons souvenirs et aussi dans mon pays avec la famille. Tu sais, les familles latines, on est tous ensemble, on a des grosses soirées, on fait la fête énormément, on danse énormément. Les générations se mélangent beaucoup et moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi aussi avec une famille de pédagogues. Ma grand-mère, elle avait une école
Et du coup, la poésie, elle était toujours présente, le théâtre, le chant, etc. Et... J'ai lu quelque part que ton arrière-grand-mère a fait un album de musique équatorienne à 80 ans. Effectivement, c'est vraiment une fierté pour nous parce qu'elle avait une voix d'ange, elle avait une voix magnifique. Sauf que voilà, elle avait, je ne sais pas, c'était 7 enfants, je ne sais pas le nombre exact, mais beaucoup d'enfants. Elle n'a jamais pu faire une carrière dans la musique et surtout à l'époque, ce n'était pas très envisageable. Mais une fois, ces enfants, ils se sont dit, mais maman, toi, tu as une voix formidable. Et j'ai un oncle qui a su produire un disque. Mon autre oncle qui jouait de la guitare et elle qui chantait. Et c'était quelque chose d'impressionnant d'entendre sa voix dans des pasillos équatoriens, qui est la musique équatorienne par excellence. Et voilà. Donc on reste dans la tradition, dans la musique culturelle. Oui, ça c'est la musique du peuple. Le pasillo, c'est la musique du peuple. Et moi, j'ai grandi avec ça en écoutant ma grand-mère chantant ça. Donc déjà, bercé dans l'amour de tes parents, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Alors du coup, tu rêvais de quoi, petite ? De faire de la musique, d'être chanteuse, d'être artiste. Ouais. À quel âge ? Toute petite. Vraiment, mes premiers souvenirs, c'était ça. Je prenais le micro. En plus, c'était toute l'époque de Britney Spears, de Shakira, de Christina Aguilera. Et moi, j'avais le micro comme Britney Spears. Je dansais, je chantais. J'ai pris aussi des cours de danse arabe, de danse du ventre grâce à Shakira. Okay. Enfin, vraiment, c'était mes idoles. Et puis, vraiment, j'ai rêvé de ça depuis toute petite. Donc déjà là, tu t'imaginais. Et tes parents, ils en pensaient quoi ? Alors mes parents, ils m'ont toujours supportée dans ça. Vraiment, quand j'étais petite, d'ailleurs, enfin pas petite, mais à 16 ans, j'ai fait ma première pièce de théâtre qui était après l'école. Et mon père, il me ramenait toujours et il attendait jusqu'à ce que ça soit 23h pour venir me chercher. Tous les soirs, quand je faisais la pièce de théâtre, il m'emmenait à des cours de danse, de chant. Ma mère aussi me faisait pratiquer. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi et eux, ils m'ont soutenue. Par contre, moi aussi, j'étais une très bonne élève. Et j'étais très forte en économie, etc. Et c'est pour ça que je suis venue en France. Donc finalement, toute cette activité artistique, les cours de théâtre, ce jeu, c'était comme un hobby. Tu pensais pas encore en faire ton métier ? Moi, je pensais en faire mon métier. Mais la vie et les circonstances de la vie ont fait que je fasse de l'économie et de la science politique. Les circonstances de la vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'étais dans le point de décider si j'allais rester en Équateur, j'étais déjà en train de commencer à enregistrer des morceaux avec un producteur, etc. Mais aussi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il faut s'ouvrir toutes les portes. Et comme j'étais bonne élève, j'ai postulé pour venir ici en France pour faire de l'économie et des sciences politiques. Et ils m'ont accepté. Il y a la directrice de l'école qui m'appelle et qui m'ont dit « Tu veux y aller, c'est vraiment une grosse opportunité, il ne faut pas refuser. » En France. En France. Et moi, je me souviens fermer les yeux et me dire « Il faut que j'aille. » Même si là, je suis en train de commencer à construire quelque chose, il y avait quelque chose en moi qui me poussait à partir. Et je me souviens que mon père, il m'a dit « Écoute, il y a plus de chances, par exemple, à Rihanna de la découvrir à Barbados que quelqu'un vienne et te découvre ici en Équateur. Tu dois partir. » Parce que malheureusement, l'industrie de la musique en Équateur, elle est presque inexistante. Et du coup, c'est très, très difficile d'avoir une carrière solide là-bas. Déjà, qu'est-ce que c'est d'une carrière là-bas ? On voit des choses à la télé, mais vraiment dans le day-to-day, c'est quelque chose de très, très difficile. Et du coup, j'ai décidé de me lancer, de venir ici en France. Tu avais quel âge ? 18 ans. 18 ans. 18 ans, pile poil. L'âge où tes parents ont eu leurs enfants. L'âge où mes parents ont eu leurs enfants, exactement, oui. C'est-à-dire que là, tu quittes un cocon familial où tu es préservé, écouté, accompagné pour te lancer, traverser l'Atlantique et te lancer dans l'inconnu. Parlais-tu français ? Je parlais français, j'avais la chance d'étudier dans un lycée français.
Mais je me suis rendu compte qu'une fois ici, c'est une autre chose. Parce que dans le lycée français, tu peux faire un exposé en français. Mais le day-to-day, c'est quelque chose de différent. Et du coup, c'était pour moi un challenge. En plus, j'étudiais de sciences politiques où il y avait beaucoup la langue de bois. Les personnes, ils savaient bien s'exprimer. Et au début, j'avais beaucoup peur de m'exprimer en français, surtout dans tout ce qui est administratif aussi. Mais petit à petit, j'ai pris confiance et je continue à apprendre. Tu parles très bien. Alors, tu quittes Équateur, Oui. où tu avais quand même une vie bien ronde, bien agréable. Tu t'étais initiée au cours de théâtre, tu avais joué au théâtre, tu as joué dans Les Sorcières de Salem, Oui, tu as à joué, Tournai. tu faisais plein de petits boulots à 14 ans, chanteuse. Et là, tu te lances dans l'inconnu avec la ferme intention de te lancer dans des études sérieuses. Oui, Parce que tu fais quoi? Totalement. Économie, c'est ça? j'ai fait 2 licences. J'ai fait une licence en éco-gestion et une autre licence en sciences politiques. Et puis un master 1 en behavioral economics. C'est Mais avec quelle neurosciences et intention? psychologie. En fait, mon intention première, c'était vraiment de venir ici et d'étudier des choses que pour moi, c'était super intéressant. Depuis toute petite, moi, je me suis toujours intéressée à l'économie, au développement économique d'un pays. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que ma passion a été toujours la musique. Qu'est-ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée en France, c'est que je me suis dit, être compétitive dans le marché du travail ici en France, parce qu'on a toujours besoin d'un visa, il faut travailler beaucoup. Une licence, surtout d'université, en comparaison à d'autres écoles, etc., des fois, c'est pas suffisant, et du coup, j'ai décidé de faire une deuxième. Et ça m'a permis... C'est magique, parce que mon chemin, il se traçait un peu en m'éloignant de l'art, mais mes études ils m'ont permis de voyager à la Nouvelle-Orléans, qui est la ville du jazz, pour finir ma licence d'économie. Et là-bas, j'ai commencé à faire des open mic, j'ai commencé à chanter par-ci, par-là. Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais Dani, toi, en fait, ton corps, ton âme, c'est la musique. Tu kiffes l'économie et oui, c'est super intéressant. Ça peut t'apporter beaucoup. Mais franchement, la musique, c'est ce que t'aimes. Et depuis, quand je suis retournée en France après ce séjour aux États-Unis, je me suis dit, en fait, il faut que je travaille pour construire une carrière en tant qu'artiste. Travailler pour construire une carrière en tant qu'artiste. Mais en venant en France, quelles ressources as-tu déployées? Ça a été facile de partir? Tu connaissais des gens? Il me semble que tu es arrivée à Lyon, c'est ça? Oui. Pour la musique, en général. Quand tu as quitté Équateur, Oui. quand tu as quitté Équateur pour venir étudier à 18 ans, Oui. c'est pas rien. Tu as dormi chez des amis, tu avais des contacts. C'est pas rien. Franchement, ici, je connaissais personne à Lyon, mais heureusement, il y a un socle d'amis d'Équateur qui étaient dans le même lycée que moi, qui sont venus étudier. Ah, vous êtes partis à plusieurs. C'était ma famille. Ma famille ici, avec elle, on a découvert tout. Et pour moi, c'était tellement excitant de partager ça avec des gens que j'aimais, qui étaient en plus de très très bonnes amies, mes meilleures amies. Et on imagine que tu es partie avec une image de la France. Oui. La Tour Eiffel, le béret, la baguette. Est-ce que cette image que tu avais imaginée, rêvée, est-ce que c'était la même de ce que tu as découvert? Bon, déjà, moi, Paris, c'était un rêve, mais malheureusement, j'avais pas d'argent pour commencer à Paris. Du coup, j'ai commencé à Lyon. Et... Quand je dis Paris, la France, pardon. Oui, j'attendais même pas... Non, mais j'attendais même pas à... Je m'attendais pas à beaucoup de choses. Je m'attendais juste à de bonne éducation. Parce que c'est ça un peu le rêve d'étudier ici, d'avoir beaucoup de littérature, d'art, de culture, que les cours soient denses. C'était le cas, j'ai beaucoup appris. Je pense que le système de l'université, c'est un système assez compliqué qu'il faut se greffer, s'accrocher beaucoup. C'est un joyeux bordel. Voilà, c'est ça. Mais si on arrive à l'exploiter, on peut vraiment avoir beaucoup de belles ressources. Et surtout ici, pour découvrir l'art, Lyon est une ville de la danse aussi. Et avoir accès au pass culture, à des discounts pour entrer dans des musées, pour moi, c'était quelque chose de tellement... beau et riche, et je me souviens la première fois que je suis allée à l'opéra, j'étais tout au bout, l'opéra de Lyon,
Et c'était merveilleux. Pour la première fois, je voyais un Elle te opéra. vient d'où cette curiosité? Moi, je pense que de ma famille, de ma mère, de ma grand-mère, c'est des personnes qui sont très, très... Elles ne sont pas des artistes, mais c'est des personnes artistiques. Cultivée, Cultivées. curieuse. Et elles adorent vraiment tout ce qui est lié à... quand on a une école, il y a par exemple les fins d'année, les kermesses, etc. Et c'est quelque chose de très, très important pour elles. Et moi, je pense que ça vient de là-bas. En tout cas, la notion de travail et de compétition est très présente chez toi. Je me trompe? Oui, non, pour moi, en fait, le travail, je ne l'ai jamais vu comme un handicap. Je l'ai vu toujours comme des opportunités. Et j'adore travailler. J'adore construire. J'adore le processus de construire. Et en fait, moi, je pense que la compétition envers soi-même, c'est une motivation qui est assez forte et qui m'a poussée, par exemple, à ne pas faire qu'une licence, mais à faire 2 licences, à essayer de voyager aux États-Unis pour apprendre l'anglais, à être dans un environnement qui me pousse et m'entourer des personnes les plus compétentes pour moi, pour vraiment grandir et pouvoir me pousser au bout. Quel est le premier souvenir où tu t'es dit « Ok, j'ai la force, j'ai la capacité ». Pour devenir artiste, je pense que le fait, quand j'ai monté, pour devenir artiste là maintenant, quand j'ai monté, il y avait le Covid. Et il y avait la possibilité de faire un festival online pour regrouper tous les artistes qui sont en Europe pour pouvoir aider des familles en Équateur. Et j'ai commencé ça, j'ai contacté les ambassades et on a réuni 20 artistes équatoriens, on a fait ça et je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose à faire là, il y a un pouvoir dans la musique, je peux le faire, je peux organiser un festival online il y a des familles aussi qui ont été aidées et je me suis dit ça c'est un projet à mon nom d'artiste et mon art il peut pousser ça, je veux faire ça. En fait. Et c'est là, je me souviens, le premier post où je me suis mis comme la Koya. La Koya. Oui. Justement, j'allais te demander. Tout à l'heure, tu as dit, je me suis dit Dani. Dani, c'est ton prénom? Dani, c'est mon prénom. Daniela? Daniela. Ok. Daniela, oui. Et pourquoi la Koya? Alors, la Koya, quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, vu que je m'appelle Daniela, et Daniela Espinosa. Il y en a des masses, tu connais, en Amérique latine, il y en a énormément. Et la beauté d'être artiste, c'est aussi de créer son nom. Et sa singularité. Oui, et son identité. A à Z. Et je me suis dit, c'est mon moment de choisir un nom, mais je ne savais pas. Et mon meilleur ami de là-bas, qui était des États-Unis, il m'a dit, mais écoute, les impératrices Inca, comment elles s'appelaient? Et moi, je ne savais pas. J'étais tellement ignorante de ce thème. Et je me suis dit, mais à l'école, on n'apprend pas le rôle des femmes dans cet empire. On va voir. J'ai un peu digué. Elles avaient des rôles politiques, économiques, sociaux super importants. Et je me suis dit que c'est quand même ouf de ne pas visibiliser ces femmes fortes. Et je me suis dit, je vais m'appeler la Koya, justement pour donner lumière à toutes ces femmes qui travaillent dans l'ombre, mais qui font énormément pour toute notre société. Donc finalement, ton nom, ça a été enquêté, recherché, oui, t'intéresser. Beaucoup. Oui. Et c'est marrant parce que récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est comme une boucle qui se ferme avec aussi ton parcours de sciences politiques, en fait. Cette recherche qui va derrière. Comprendre le pourquoi des choses. Et c'est vrai, en fait. Et trouver ta place, ta véritable nature. Oui. Tu nous racontais cette opportunité incroyable de partir aux États-Unis. Tu l'as évoqué un peu rapidement, mais comment tu as atterri à la Nouvelle-Orléans? C'est grâce aux études, encore une fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as atterri à la Nouvelle-Orléans? Écoute, j'ai postulé pour aller là-bas. Pour étudier dans le cadre des études d'économie. J'étais prise à l'université de Tulane et c'était vraiment un plaisir parce que je ne m'attendais pas du tout à atterrir dans un endroit tellement musical.
où le jazz et la musique sont au centre de tout, où il y a un respect envers les musiciens, où il y a une joie de vivre incroyable. C'était vraiment un endroit qui m'a marqué, qui a marqué aussi ma musicalité et tout ça. Alors que tu étais partie pour étudier. J'étais partie pour étudier, mais moi j'ai étudié et le soir je partais dans des jam sessions et des open mic. Tous les soirs, vraiment, c'était... Incroyable. Ouais. Et là, tu reviens, Là, je reviens. déterminée, et tu te dis, OK, I'm gonna be artist. Yes. De eso voy a vivir. Sí. Cantar. Sí. Voy a ser cantante. Sí, artista. Est-ce que tu t'es formée au chant? Est-ce que tu as appris un instrument ou tu es réellement une autodidacte? Moi, c'est un mélange des deux. Parce que quand j'étais petite, je prenais des cours. Mais vraiment, je me suis mis sérieusement quand j'ai décidé de faire ça de ma vie. Et j'ai pris, genre là, par exemple, je viens de finir une formation vocale et très très forte que pour moi, c'était tellement impératif de l'avoir avec différents coachs. Et je pense que c'est un métier et la formation musicale et vocale, c'est pour toujours. Toute la vie en fait. C'est pas un moment T, c'est vraiment, il faut l'entretenir et il faut toujours prendre des cours de chant, il faut toujours prendre des cours de musique. Enfin, pour moi, c'est vraiment important. Mais par contre, malheureusement, j'ai pas pu assister à un conservatoire. Du coup, tout le côté de formation musicale, je suis en train de le faire. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir fait du théâtre, de la danse et du chant depuis toute petite, ça m'a aussi aidé à trouver mes bases. Une artiste pluridisciplinaire encore. Oui. Alors finalement, toutes ces années d'études à la Nouvelle-Orléans en France, tu finis par être diplômée. Je finis par être diplômée de licence. Je viens en France, je finis ma licence de sciences politiques et après mon master. Pour le master, c'est encore une fois les études qui m'ont permis de venir ici à Paris, en fait. Parce que j'étais à Lyon. Et pour moi, Paris, c'était le rêve. Et j'étais prise à la Sorbonne pour mon master. Et j'ai fait ma première année. Mais c'est là où j'avais vraiment l'envie de me lancer. Et je me suis dit, Daniela, si tu ne fais pas quelque chose concret, parce que j'ai commencé à chanter dans des bars, etc. Mais si tu fais pas quelque chose de concret en accord à l'industrie musicale et à la musique en soi, ça va pas marcher en fait. Et du coup, j'ai décidé de prendre une année sabbatique entre mon M1 et mon M2 pour faire un stage. Et toutes ces décisions, tu les prenais avec tes parents ou tu avais déjà pris ton envol? Non, moi je prends toujours mon envol, mais toujours je les consulte. Et eux, ils me soutiennent. Mais des fois, par exemple, le fait de faire une année de césure et après, j'ai pas fini mon master, c'était aussi une décision que pour eux, c'est assez surprenant. Moi, je suis quelqu'un de très autonome dans la vision de ma vie, où je veux la dessiner, comment je veux la dessiner. Mais c'est vrai que toujours leur input, moi, je les respecte et je les admire énormément. Je partage toujours avec eux. Je suis très, très ouverte. Mais vraiment, le guide, je sens qu'il est interne. Ça va au-delà des circonstances. Il y a un feu à l'intérieur qui me pousse à faire ces décisions-là. Il y a beaucoup de magie quand on t'entend. Ah. À quel moment tu as défini ton style musical, justement pendant cette année de césure? Non, pendant cette année de césure, j'ai travaillé chez Universal Music. C'est une fausse année de césure, donc tu as trouvé un job. J'ai trouvé un job, oui, voilà, une année alimentaire, de césure. Parce qu'il fallait gagner sa vie. Non, même pas. C'était une année de césure qui était dédiée pour moi pour rentrer dans l'industrie de la musique. Donc tu t'es dit, j'identifie le lieu où je peux apprendre, observer. Exactement. Pantera. C'est très intéressant. Oui, il faut. Identifier, travailler, observer. Pour ensuite se lancer. Oui. Tu es très animal, c'est-à-dire que c'est de la ruse. Bah oui, ça c'est mon côté de l'Amazonie équatorienne. Mais en fait... Ou de l'intelligence. On peut le dire comme ça. En fait, pour moi, on a des circonstances. Pour moi, par exemple, il y avait quelque chose, c'est que j'avais pas le visa pour être artiste. Et je savais que je devais avoir un visa de travail qui soit en accord avec mes études. Du coup, quoi de mieux avec l'économie, etc.,
que rentrer dans l'industrie de la musique, que j'ai pas de contact, je connais personne, je sais pas comment ça marche, et même purement musicalement, j'étais assez ignorante de l'industrie française en soi. J'écoutais beaucoup de musique latine chez moi. J'ai eu cette opportunité chez Universal Music avec des gens Comment tu l'as eu, cette merveilleux. opportunité? En Tu l'as cherchant, créée. En cherchant. Alors raconte-nous beaucoup. comment tu as décroché ce travail chez Universal en ne connaissant personne, en étant la coya latina, sans rien connaître et en ayant l'objectif de tout comprendre à l'industrie musicale pour devenir chanteuse et en vivre. Et depuis que j'étais à la Nouvelle-Orléans, j'ai décidé de faire des stages. J'ai fait des stages avec un artiste très, très reconnu qui s'appelle Juan Fernando Velasco en Équateur. J'étais son assistante. Après, Et comment je l'ai contacté grâce à une prof de chant qui jouait avec lui. Et du coup, je l'ai contacté comme donc ça. Donc la coya, c'est j'identifie oui. un objectif. Je mets en place des mini-actions voilà. et je déclenche les opportunités. Exactement. Il faut créer les opportunités. Il faut vraiment se créer les opportunités. Donc, à la Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Orléans, j'ai fait aussi des petits stages dans des Grammy U, c'est des associations de Grammy là-bas. Après, quand je suis revenue à Lyon pour finir, j'ai tout fait pour mettre mes cours et avoir 3 jours off où j'ai fait un stage dans un label de musique indépendant qui s'appelle Jarring Effects, où j'ai beaucoup appris. Et c'était vraiment ma première porte dans l'industrie ici en France. Ensuite, dans la musique, j'ai chanté, etc. J'avais de l'expérience de la scène et tout ça. Et quand j'ai voulu décrocher ce poste chez Universal Music, j'ai postulé partout, vraiment partout, où il y avait des sites de culture, etc. Je voyais qui travaillait dans cet endroit, j'écrivais des mails. Et je pense qu'il y a aussi, quand la préparation rencontre l'opportunité, il y avait quelqu'un qui m'a donné une chance. C'était une Brésilienne qui était en train de chercher une stagiaire chez Universal Music dans les comptes clés. Et elle a vu mon profil parce que moi, je leur ai écrit partout. Et elle m'a donné la chance. On a fait un premier entretien. Ça s'est super bien passé. Et puis voilà, 6 mois de stage chez Universal Music. Et après que j'ai fini mon stage, ils ont créé un poste pour moi, pour que je reste. Le boss de ce département, il m'a dit, écoute, voilà, j'aimerais que tu restes. On a besoin d'une coordinatrice de la stratégie digitale, quelqu'un qui peut m'épauler aussi. Et du coup, j'ai décidé de ne pas finir mon master pour entreprendre cette belle opportunité et qui a duré 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et est-ce que là, la coya, elle était née? Est-ce que tu étais l'artiste que tu es aujourd'hui? Vous ne la voyez pas, mais elle arbore une tresse d'un tissu traditionnel, des lunettes. Enfin, tu respires, j'allais dire l'Amazonie, mais tu représentes bien la femme latino-américaine dans sa force, dans sa détermination, dans ses pupilles qui brillent. Est-ce que la coya, elle était née quand tu travaillais chez Universal? Est-ce que tu t'étais présentée comme une chanteuse? Non, pas du tout. Surtout pas. Non, surtout pas. Là, j'étais une éponge. J'étais là pour travailler. J'étais là pour faire mon travail. C'était vraiment pour apprendre. Pas du tout dans le mode artiste. Même si je faisais mes morceaux, moi, j'étais là pour travailler. Quand je travaille, je me dédie à ça. Et ton look, ton style, ton univers musical, était-il né? Mon style, en fait, je pense que c'est quelque chose qui vient de moi. Quand tu veux être artiste et quand tu commences à composer, c'est vraiment, tu te poses des questions de qui je suis, d'où je viens, pour pouvoir dire quelque chose. Parce qu'un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui veut dire, qui veut parler, qui a une histoire, qui veut raconter. Et pour moi, c'était des questions que je me suis posées de base quand je me suis dit, OK, Daniela, tu veux faire ça? On va écrire. Et j'ai beaucoup appris de aussi ma mère et ma tante, qui est lifestyle coach, qui m'a fait carrément les dessins, les mind maps et tout ça. Elles sont lifestyle coach? Elle est lifestyle coach, ma tante. OK, parce que j'allais te dire, ce que tu es en train de raconter, c'est la définition
de l'individu pour trouver son bien-être. Totalement. Générer la force qui est en Totalement. vous en trouvant quelle est votre véritable nature. Révéler sa véritable nature. Exactement, c'est ça. Et j'ai fait cet exercice-là et aussi j'ai eu la chance d'être entourée d'artistes tellement créatifs, latino-américains aussi. Donne-nous des noms, Par exemple, Claudia Rivera, qui est genre ma directrice artistique dans certains projets, Tatiana, David, enfin vraiment il y a des artistes qui travaillent avec moi et qui m'ont aussi ouvert les yeux, aidé à voir de moi-même beaucoup de choses que je pouvais exploiter. Et moi je pense que c'est un mélange de recherche intérieure et aussi de bien s'entourer avec des personnes qui te comprennent, qui sont tes amis et qui sont très compétentes dans leur domaine. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu la tresse. Moi, j'avais des franges parce que je voulais du mouvement dans le stage. Toutes ces petites pierres à l'édifice, elles commencent à se suivre. Et musicalement, je suis accompagnée de Mathias Di Giusto, qui est un producteur musical, qui lui est franco-argentin, mais qu'il a fait les tournées de Gims, qu'il a travaillé avec Amelven, Vita, etc., avec énormément d'artistes d'ici, qui comprend la France, qui comprend l'essence musicale de la France et qui comprend l'essence musicale de l'Amérique latine. Et on fait un power couple, et c'est quelqu'un qui est vraiment très minutieux dans la musicalité, exigeant, et qui me pousse au bout de ça aussi. Du coup, c'est un mélange d'une belle équipe qui commence à se construire. Là, je commence à voir pareil. C'était la même histoire avec mes nouveaux managers. C'est trouver des personnes qui t'inspirent pour que toi, tu sois une artiste, vraiment, dans toutes les lettres du terme. Des singles, tu en as sorti plusieurs. Oui. Tu chantes en espagnol. Uniquement en espagnol? Non, en espagnol, en français, en anglais aussi. Ok, là ça commence. J'ai écouté quelques singles et mon préféré c'est Perreo en Paris. Ay, qué rico, sí. Qu'est-ce que c'est que le perreo? Ok, le perreo, c'est la danse du reggaeton. Le reggaeton, c'est pour nous vraiment c'est une culture qui va au-delà du rythme. C'est vraiment une culture de la calle, qui nous permet de nous exprimer, de nous libérer. Moi, en tant que femme, qui me permet de libérer tout ce que j'ai. La cage, la rue. La rue. Vous verrez la différence d'accent. Calle, cage. Ah si. L'uruguayenne et l'équatorienne. Uh-huh. El perreo. El perreo. Mais nous sí. avons tous en commun justement le reggaeton. Totalement. Le reggaeton, la salsa, le merengue, on a vraiment... je pense qu'en Amérique latine, on est baigné de rythmes qui sont magnifiques. Et moi, quand j'ai décidé de faire Perreo en Paris, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas des masses d'endroits où je pouvais danser le perreo. Et du coup, je me suis dit, les paroles, ils disent, mais on ne nous donne pas du perreo ici en Europe, on va nous-mêmes le créer en fait. Et c'est un peu ça ce qu'on est en train de faire avec toutes les gens avec qui je travaille. Et ça se crée de plus en plus. Je pense à Romeo en Paris, l'équipe de... Jetlag, Divino, enfin, il y a une grosse fiesta friquitona. Là, il y a une vague merveilleuse d'artistes et d'artistes aussi musicaux qui viennent, qui ont la double culture. On est là, on est présent et on veut vraiment représenter l'Amérique latine ici en France, mais pas seulement, parce que moi, bon, du coup, j'ai eu la nationalité française, je me considère aussi française. Et c'est un mélange, ce que je suis. C'est pas juste l'un ou l'autre, c'est vraiment un mélange. Tu te considères française? Bien sûr. Bah là, j'ai mes papiers, je vais aller voter. Bien sûr, bien sûr. Le 2 juillet dernier, 2023, tu as fait la première partie de la chanteuse Natalia Lafourcade, rien que ça, à l'Olympia. Quel moment, non, pour ta jeune carrière? Comment ça s'est passé? C'était incroyable. Pareillement, là, j'ai travaillé avec Claudia Ben, qui est pour moi une inspiration, une femme très, très inspirante. Claudia, qu'on a reçue ici et qu'on embrasse fort. Incroyable. Et qui est une autre... Power Woman. Power Fever, Latina Fever. Latina Fever, j'adore. Latina Fever. J'adore. Et en fait, avec elle, je me suis dit, travaillons pour que ça se passe.
c'est vraiment une opportunité énorme. Natalia, il faut savoir, après ils m'ont dit les gens de leur équipe qu'elle n'a pas des premières parties souvent. Et là, ils ont accepté que je joue. Et pour moi, voir mon nom à l'Olympia aux côtés de cette légende d'Amérique latine, c'était juste impressionnant. C'était incroyable. Et je me suis sentie vraiment dans la bonne voie avec toute l'énergie pour reventar. Reventar. Tu n'arrêtes pas la fête de la musique. Je t'ai vue absolument divine et merveilleuse. Moi, cette tresse, elle a un symbole, cette tresse? Bah bien sûr, dans toute la cordillère des Andes, si tu vois, et même au Mexique, en Amérique latine en général, le rapport à les cheveux, il est assez important. Les femmes, pour les femmes, c'est essentiel. Et les tresses et la manière dont on tresse aussi, c'est super important. Depuis toute petite, ma mère, elle me faisait des tresses. Chez nous, par exemple, il y a énormément de tissus qu'on peut mettre aussi. Ça vient d'une tradition indigène, en fait. Et c'est juste sublime. C'est sublime, les couleurs et tout ce qu'on peut faire avec les cheveux, en fait. C'est vrai que les femmes latines, elles ont toujours une grande chevelure jusqu'aux fesses. Et c'est un atout de beauté et de séduction. Ton EP Oro arrive cette année. Oui. Et tu as un single qui sort là, maintenant, en juillet. Le 19 juillet. Et tu viens de dire le mot reventar. Reventar, mi gente. Mi gente. Comment on pourrait le traduire, reventar? Tout exploser. Exploser. Éclater. Ouais. Surprendre, réveiller. Ça peut tout faire... péter, enfin, je sais pas. c'est le boom. C'est le boom en couleur. C'est le boom en couleur et en danse, en fait. Ça va vous faire danser, ce single. Qu'est-ce que tu nous prépares alors? En fait, là, pour ce single, j'ai travaillé avec Alba Arias, qui est une productrice espagnole. Je suis allée à Madrid pour le créer. Et c'était une rencontre absolument incroyable parce que déjà, des productrices femmes, il n'y a pas des masses. Et elle est très, très forte. On a vraiment travaillé dans un truc ensemble en cherchant nos forces les unes les autres, et puis pour vraiment créer quelque chose c'est un morceau de reggaeton où il y a une inspiration de baile funk et de la trappe, et du coup c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'avais jamais exploré, et je suis très contente de ça. Quelles sont tes origines? Tu es 100% équatorienne? Mes deux parents sont équatoriens, oui. Toute ta lignée est équatorienne? Équatorienne, oui. Avec... De différentes parties de l'Équateur, en fait. Tu retournes en Équateur? J'aimerais bien plus, mais c'est vrai. Bon, là, j'étais en décembre, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai pu jouer pour la première fois chez moi dans un festival qui est le festival de la ville de Quito. J'ai fait aussi une date, ma première date à mon nom qui a été sold out. Et du coup, c'était la première fois que ma grand-mère me voyait jouer mes morceaux. J'ai ce souvenir-là, il y avait énormément de gens et je voyais là les cheveux blancs de ma grand-mère elle criait. Et pour moi, c'était super, super beau de pouvoir voir toute ma famille qui était réunie pour me voir jouer pour la première fois mes morceaux. Tu es latina, 100% équatorienne. Où est-ce que tu puisses ton énergie pour préserver cette identité? C'est tellement deux mondes si différents, surtout quand on habite à Paris, le bitume. Tu parlais de cette culture où la famille, les rencontres, les échanges. Nous, les femmes latinas, on parle fort, et puis on dit les choses, et on est authentique, et ça froisse souvent. Comment tu te renouvelles? Où est-ce que tu trouves pour garder cette fever, cette chose à toi? Moi, il y a deux choses qui sont très, très importantes. La première, c'est la foi. Moi, je suis quelqu'un de croyant qui prie. Et pour moi, prier, c'est être en contact aussi avec les besoins de toute ma famille. Ça me fait beaucoup penser à eux et à leurs besoins. Et c'est vraiment quelque chose qui me donne de la force et qui m'aide à me connecter. Je vais à une messe qui est latina aussi, et où on parle espagnol, etc. Et numéro 2, je parle beaucoup avec ma famille. Et j'ai commencé à créer ma petite famille, mon socle de gens que j'aime.
et qui sont aussi soit latinos, soit ils ont la double culture. Et avec eux, on partage la musique. Et surtout, et le plus important, c'est avec ma musique en fait. C'est avec ça que je crée. Ça veut dire or. Et je te vois avec ces boucles d'oreilles or. Et tu es lumineuse comme de l'or. L'or, c'est le soleil et c'est l'énergie. Reventar, le 19 juillet, tu m'as dit ? Yes. 19 juillet. La Koya, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille, celle que tu étais, là-bas en pleine nature ? Je lui dirais, continue à te battre et que la vie, en fait, elle va être extraordinaire. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, où tu te dis, ok, je laisse tomber, c'est pas pour moi ? Ah, mais bien sûr, il y a énormément de moments où on doute. Parce que c'est pas facile, c'est pas un chemin qui est tracé. C'est pas un chemin que je peux dire, ah, telle personne, elle l'a fait, du coup, je vais un peu... Non, c'est quelque chose que j'ai dû construire et que je construis. Et vivre de ça, c'est pas facile du tout. Où est-ce que tu vas aller ? C'est quoi ton projet ? Moi, mon projet, déjà, j'aimerais qu'une artiste équatorienne puisse avoir une carrière internationale en France. J'aimerais bien ramener que les jeunes artistes équatoriens puissent voir que c'est possible et moi incarner ça. C'est ce qui se passera, c'est ce qu'on te souhaite. Merci Oui, la merci. Koya et à très bientôt.